Messieurs, dames, bonjour. Merci d'être venus jusqu'à Toulouse parce que ça fait loin pour tout le monde, on en est conscient. On a aussi fait la route. Alors, pour vous expliquer, Gilles nous expliquera plus en détail notre rencontre. Moi, je vais faire un petit point logistique, technique, juste pour vous expliquer. Donc, aujourd'hui, on est censé être une trentaine, donc je n'ai pas compté. Sachez que par ailleurs, on enregistre l'intervention et on demandera à ceux qui interviennent s'ils sont d'accord de passer. Mais derrière, on souhaite valoriser cette intervention sur les réseaux sociaux. Et derrière, ça vous amener des contacts intéressants, voire très intéressants. Donc, on espère vraiment que ce sera le cas derrière. Merci d'avoir fait donc ce chemin et d'avoir fait l'exercice d'entrer dans notre jeu de pitch 5 minutes avec le cadre qu'on a imposé. Maintenant, je vais laisser Gilles expliquer le principe de nos rencontres annuelles, qu'on aime beaucoup. Merci Balkis, bonjour à tous et effectivement merci d'avoir fait le trajet. 6e rencontre Innovinceo, ces rencontres on les a créées donc, il y a 6 ans, une par an, pour se rapprocher l'un et l'autre, cluster Vinceo, donc cluster des fournisseurs de la filière vitivinicole en Occitanie, ex-Languedoc-Roussillon, et Innova en Nouvelle-Aquitaine, parce qu'on considère que pour les entreprises, pour la recherche, pour l'innovation, il n'y a pas de frontières à Toulouse, et que donc il était intéressant et souhaitable qu'on puisse créer des échanges entre nos adhérents, dont certains sont adhérents sur les deux clusters. Donc c'est comme ça que sont nées ces rencontres, avec toujours un peu le même principe, c'est-à-dire, même si ça a évolué au fil du temps, avec voilà, une série de présentations, des rencontres qui sont réservées à nos adhérents. Donc c'est l'idée aussi de créer des échanges, de créer des rencontres, des discussions entre vous. Donc il y aura peu de temps pendant les présentations, bien sûr, même s'il y a éventuellement quelques questions. Et puis, profiter du temps de déjeuner, etc. après pour échanger entre vous. Certains d'entre vous se connaissent, d'autres moins. Vous verrez avec les présentations, ça vous donnera l'occasion justement de vous donner envie d'échanger après. Remercier aussi l'école de Purpan de nous accueillir aujourd'hui. Voilà, on aura un petit discours d'introduction juste après. Et puis, oui, ce qu'on a oublié de dire, Balkis, ce qui est important, c'est que ces rencontres Innovinceo, on souhaite aussi, pour chaque édition, qu'elles soient reprises lors du salon professionnel qui suit la rencontre Innovinceo, donc une année sur deux, Citevi ou Vinitech. Donc, on vous proposera de refaire le même exercice, à quelque chose près, avec une forme peut-être un peu différente, lors du prochain salon Vinitech, donc qui aura lieu en 2022 à Bordeaux, donc sur le même thème, quand le digital investit le machinisme, et donc on reprendra sous une forme de conférence à Vinitech. Voilà, donc ça vous permet effectivement aujourd'hui d'être plus dans un format, je dirais, d'échange entre pairs, entre personnes que ça intéresse. Vous n'avez pas, ou quasiment pas, je ne prends pas de viticulteurs dans la salle ou de potentiels clients. Par contre, évidemment, à Vinitech, ça sera différent. L'objectif, ça sera aussi de rencontrer des futurs clients. Voilà. Donc, on reviendra vers vous à l'issue de ces rencontres, comme l'a dit Balkis, pour diffuser sur les réseaux sociaux, puis vous solliciter pour intervenir à Vinitech. Voilà, je crois rien d'autre, on n'a rien oublié. Il y aura une pause. Oui. Oui. Il y a une pause et il y a des... Oui, tu vas le faire, tu vas le dire. Oui, juste, évidemment, on va pouvoir déjeuner ensemble et derrière, Purpan a organisé un pool de visites pour qu'on comprenne un peu mieux où on est aujourd'hui, ce qu'ils font et peut-être derrière que vous puissiez avoir des interactions utiles. Donc, je pense que Grégory, qui représente Éric Ladger, le directeur aujourd'hui, va dire un petit mot d'accueil. C'est grâce à Grégory qu'on a cette belle organisation, ce lieu, etc. Donc, merci beaucoup. On est très contents. Et voilà, soyez très attentifs aux présentations. Et remercie aussi, puisque depuis quelques éditions, on a choisi d'avoir des modérateurs, voilà, on appelle ça modérateurs, en tout cas des spécialistes de la question qui vont introduire les pitchs et puis qui seront là aussi pour éventuellement réagir, rebondir, poser des questions. Donc, je vous remercie tous les deux, Christophe et Adèle, donc l'un de la Chambre d'agriculture de la Gironde, spécialiste du machinisme, et puis Christophe de l'IFV, également spécialiste du machinisme agricole, voilà, qui introduiront les parties. Donc voilà, maintenant, Grégory, je te passe la parole et je vais te... Merci Gilles, merci Balkis, bonjour à tous. Bienvenue à l'école d'ingénieurs de Purpan. Donc, malheureusement, M. Ladger, le directeur, ne peut pas être là avec nous aujourd'hui. Donc, il s'en excuse. Mais en tout cas, on est ravis de pouvoir accueillir ces rencontres Innovinceo.
au sein de l'école. Vous verrez qu'au sein de l'école, nous travaillons sur différents projets en lien avec la viticulture et l'œnologie. Et l'idée, finalement, de vous accueillir ici, c'est finalement de fédérer un petit peu les gens autour de ce sujet de viticulture et d'œnologie, et de vous montrer également qu'à l'école, on mène un certain nombre d'activités en lien avec ce secteur, et notamment, on a aujourd'hui Harold Cléné qui est là, qui travaille notamment sur la télédétection. Vous verrez ça cet après-midi durant les présentations et le tour qu'on va faire des bâtiments. Et avant de laisser la parole aux différents intervenants, je voudrais quand même remercier les gens qui ont participé à l'organisation de cette journée, notamment le service com, avec Guillaume et Leïla, et également les enseignants-chercheurs qui, vous le verrez, ont conçu des posters pour vous présenter les axes de recherche qui sont menés à l'école en viticulture et œnologie. Également remercier les doctorants qui participent au quotidien à toutes les activités de recherche que l'on peut mener au sein de l'école. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, n'hésitez pas, on est là également pour répondre à vos questions. Et vous rencontrerez également des enseignants-chercheurs qui travaillent en vitiono à l'école. Et vous aurez aussi un petit mot du responsable du directeur de la recherche de l'école de Purpan qui interviendra à midi, juste avant la pause, et vous dira un mot sur ce qui est fait en recherche et sur l'école plus généralement. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Bon, bah, voilà. Que les présentations commencent, donc j'invite notre premier modérateur, je ne sais plus dans quelle heure on avait dit, si c'était Adèle, pardon. Bienvenue Adèle pour animer ce premier cycle. On a découpé les interventions en 2 cycles. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc pour ma part, Adèle Bacage, donc je suis conseiller en agroéquipement et viticulture de précision à la Chambre d'agriculture de la Gironde, à Blanquefort. Rapidement, j'ai un parcours d'une formation initiale d'ingénieur en agroéquipement que j'ai complété avec une thèse sur l'effet de la pulvérisation sur le développement de la sarcosporiose noire du bananier, donc, sur le traitement par avion en Afrique. Donc, vous l'aurez compris, le cœur de mon métier, c'est le machinisme et surtout la pulvérisation. Voilà, donc le machinisme agricole qui intervient en support de l'activité agricole et qui permet d'améliorer les conditions de travail et la productivité. Vous voyez ici sur la photo le machinisme d'antan. D'abord, les photos en haut, c'est les premiers pulvérisateurs. Donc le circuit était mis sous tension avec des pompes manuelles. Les premiers tracteurs qui avaient pour inconvénient de ne pas avoir d'attelage 3 points. Donc, ça l'arrivée de l'attelage 3 points, donc, après la Seconde Guerre mondiale, a été une vraie révolution sur le machinisme. Et aujourd'hui, on a des tracteurs qui sont équipés de GPS, de nouvelles technologies, qui communiquent aussi avec les outils. Donc, l'arrivée du numérique, je dirais que c'est presque une 4e révolution dans le machinisme, parce qu'aujourd'hui, on a des dispositifs qui permettent de faciliter la vie aux agriculteurs, donc à la fois des capteurs sensoriels, donc, sur le plan cognitif, des OAD aussi, des outils d'aide à la décision, donc, qui vont faciliter la prise de décision, des outils physiques aussi, donc des machines qui permettent d'améliorer les modes de production, et surtout des technologies qui nous permettent de mieux former et de réduire la pénibilité dans la réalisation des tâches. Donc, ici, j'ai cité en vrac quelques OAD qu'on développe à la Chambre d'agriculture, à l'IFV, comme des Citrette, qui nous permet de mieux choisir et de bien choisir le moment d'intervention et le produit de traitement. Il y a Isobus aussi, donc le système qui permet aux tracteurs de mieux communiquer avec les outils. Donc, comme vous le savez, il y a une multitude de constructeurs et l'idée c'était d'avoir un outil standard qui permet d'avoir une connectivité entre outils et tracteurs. Des applis aussi qui permettent de faciliter la cohabitation, je dirais, entre les agriculteurs et les riverains. Donc, nous, au sein de la Chambre d'agriculture, on a développé l'application BVE, Bien vivre ensemble. On met parcelle, un outil de traçabilité. Voilà,
tout ça se retrouve, je dirais, englobé dans un contexte global lié au numérique, donc qui vise à mieux produire, tout d'abord. Ensuite, d'avoir un outil qui s'inscrive facilement dans l'écosystème existant, de mieux partager et de mieux apprendre et de mieux transformer. Donc voilà l'objectif, je dirais, les enjeux du numérique de demain, c'est d'aider les agriculteurs dans la conduite de leur itinéraire technique, donc les systèmes de suivi des animaux, des plantes, de leur environnement, des outils d'aide à la décision qui sont adaptés aux besoins des agriculteurs, la robotique aussi qui arrive en force en viticulture. Donc en concevant des outils qui sont actifs, en améliorant l'interaction homme-machine et l'autonomie partagée, et en adaptant des nouveaux systèmes aux nouveaux systèmes de production. On a la chance aujourd'hui d'avoir parmi nous des représentants de toutes ces catégories, je dirais, donc qui vont nous présenter leurs travaux. Donc, bonjour à tous, moi je suis Célia donc, de Eto. Donc, nous, notre cœur de métier, c'est d'accompagner nos clients dans la transformation digitale, principalement de les lancer dedans, ce qui est déjà un grand pas. Et donc, ça part de la création de logiciels jusqu'à l'accompagnement de la mise en marché de leurs produits via la communication digitale. Donc aujourd'hui, si j'interviens, c'est pour introduire un concept qui a donc sa grande importance dans la transformation digitale, qui est l'importance de l'interconnectivité dans l'expérience utilisateur, et notamment le rôle qui joue les API et la data. Donc, pour démarrer le concept d'interconnectivité, on va le définir concrètement, c'est regrouper, fédérer, puis partager des ressources, donc la data, via des infrastructures virtualisées. Donc, ainsi interconnectés, les acteurs vont gagner en efficacité. Concrètement, c'est l'objectif. Et ainsi, l'interconnectivité devient un véritable levier de création de valeur. Donc, concrètement, tous les services d'une entreprise ont besoin d'interconnectivité aujourd'hui. Ça a son importance, peu importe le type de service. Et aujourd'hui, quand on va parler d'amélioration d'expérience utilisateur, on va souvent penser à un logiciel ergonomique, beau à regarder, simple à utiliser. L'interconnectivité va en fait aller chercher beaucoup plus loin dans l'amélioration de l'expérience utilisateur. Elle va aller chercher dans le gain de temps, d'efficacité, de méthode. Elle va aussi aller chercher bien sûr dans la diminution de charge mentale, comme par exemple vous envoyez, c'est tout bête, mais des rappels automatiques, ce genre de choses. Tout ça, c'est grâce à l'interconnectivité des data. Et bien sûr diminuer le taux d'erreur dans tout ce qui est saisie automatique, etc. On va avoir des exemples un peu plus concrets juste après. Donc concrètement, si aujourd'hui, c'est ce qu'on faisait avant, si par exemple Eto livrait un logiciel vide à un client, donc vide, j'entends vraiment avec aucune donnée déjà pré-remplie dedans, ce qui arrivait très souvent avant. On vendait en général avec 2 semaines de paramétrage de l'outil avec le client. Aujourd'hui, ça ne peut plus du tout fonctionner parce que l'utilisateur est très versatile et n'a clairement plus le temps, ni l'envie d'ailleurs, de paramétrer un logiciel pendant même ne serait-ce que plus d'1 heure. Donc, ce n'est plus possible aujourd'hui. Donc, c'est là qu'intervient cette interconnectivité, cette data qui va vraiment faciliter la prise en main du logiciel et qui va permettre en fait concrètement l'adoption par l'utilisateur, qui est clairement l'enjeu final lorsqu'on utilise ce genre de logiciels digitaux qui va rentrer dans leur quotidien, et c'est toujours difficile l'adoption utilisateur, c'est un vrai challenge. Donc, en cas d'usage, pour vous montrer un peu plus concrètement à quoi servent en fait une API, la data, comment est-ce que ça rentre dans ce concept d'interconnectivité. On a donc une API qui va être vue plutôt comme une passerelle. Il faut vraiment le voir comme une passerelle. C'est par là que vont passer les données. L'API est connectée entre une base de données d'un logiciel à un autre logiciel. Et les données vont être interchangées entre les différentes infrastructures digitales. Et par exemple, chez Eto, on a connecté donc, notre base de données viticole Eto à nos applications qui sont elles-mêmes connectées à un logiciel de paiement, de facturation, qui est également lui-même connecté à un CRM, et comme vous pouvez voir, ça remonte jusqu'à notre site marchand, et donc tous ces éléments digitaux sont connectés entre eux.
Donc, qu'est-ce que ça entraîne comme avantage concrètement de tout connecter? Clairement, on va avoir dans nos applications Eto, quand un client va par exemple rentrer une appellation viticole, qui par exemple s'appelle, je sais pas, Côte-du-Rhône Village, Grignan-les-Adémars. Clairement, il va taper Adémar et il va avoir l'autocomplétion du champ. Donc, c'est quelque chose qui vous semble aujourd'hui très basique, mais c'est un gain de temps. Ça représente un gain de temps énorme par rapport à la complétion initiale avant quand on devait tout taper. On a également donc, tout ce qui est facturation automatique. Donc là encore, on rentre dans le concret du gain de temps, d'efficacité. C'est aujourd'hui, ça nous semble impensable par exemple, pour des applications, ce genre de choses, de ne pas facturer automatiquement. Mais avant, complètement, notre service comptabilité passait, par exemple, pour vous donner un chiffre concret, un après-midi à facturer tous nos clients qui utilisaient nos applications. Du jour où on est passé, après, du coup, qu'on a connecté Stripe automatiquement à nos applications, on gagne un après-midi complet de facturation. Ça se fait automatiquement, ça enlève des erreurs de saisie. Donc, c'est là vraiment quand je parle d'expérience utilisateur, on va vraiment rentrer dans un gain de temps, dans une diminution de la charge mentale, il n'y a plus d'erreurs. Voilà. Donc, ensuite, on a les connexions avec le CRM. Donc, encore un exemple, là, c'est pour nos commerciaux. Plus besoin de rentrer les données clients, tout est automatique. Plus besoin en plus, les données sont bien uniformes entre elles. On va dire qu'avant, chacun il mettait un peu son grain de sel, on ne savait pas vraiment comment écrire quoi. Là, maintenant, toutes les données sont de la même façon. La lecture des données est simplifiée concrètement. Et donc, du coup, on gagne ici encore pour la prise de décision du commercial, qui est quand même sa valeur ajoutée. Il va, lui, passer plus de temps dans la prise de décision stratégique plutôt que d'en devoir rentrer des informations en permanence dans son CRM. Et justement, pour conclure, pour aller un tout petit peu plus loin, les data et donc l'API, ça peut nous permettre l'analyse prédictive. Et donc, ça nous permet d'obtenir des informations futures grâce à nos données historiques. Donc là, on rentre du coup, une fois qu'on a bien fait la première partie du travail, à savoir bien organiser nos données, les connecter entre elles et installer cette interconnectivité, on va aller beaucoup plus loin et faciliter donc la prise de décision du vigneron dans notre secteur, mais de beaucoup d'autres secteurs. Voilà, merci pour votre écoute. Mais enchanté de faire votre connaissance pour ceux que je ne connais pas. Donc, je suis Simon Denemin, un des cofondateurs d'Aptimi. Alors, je vous raconte très rapidement notre histoire. Donc, on est parti d'une idée qui est de développer un outil qui va aller permettre aux agriculteurs, aux viticulteurs de prendre la main sur leur temps de travail, de pouvoir bénéficier d'outils qui va aller leur permettre de mesurer ce temps et pour ça, de le faire de manière automatique. Et donc pour ça, on est parti de l'utilisateur lui-même et pas de la machine. Donc, c'est le point de départ d'Aptimi. On a créé une application qui, basée notamment sur de la géolocalisation, va permettre de mesurer le temps passé sur les différentes zones d'une exploitation, que ce soit les parcelles, les bâtiments. Et la nouveauté qu'on a lancée depuis l'année dernière, c'est de pouvoir coupler cette analyse temps de travail humain avec celle du matériel à travers des tags, donc de l'IoT, des tags Bluetooth, tout simplement de très petite taille. Il n'y a pas de GPS embarqué, simplement une fonction Bluetooth qui va communiquer avec l'application, qui, elle, va avoir le rôle de traçabilité et nous permettre donc de mesurer toutes les tâches réalisées sur une exploitation. De cette manière, pouvoir construire des tableaux de bord d'analyse basés sur une donnée fiable, précise et complète de ce qui est réalisé sur une exploitation. Et tout ça, c'est ce qui va nous permettre ensuite de rentrer dans une deuxième étape plus analytique. Donc, je reprends une partie des travaux qui ont été faits avec Christophe à l'IAV, donc qui utilisait le système d'abord dans sa version temps de travail humain. Donc là, ici, on a un exemple de comment une exploitation est configurée. Donc, on a le parcellaire très classique. Par contre, on va rajouter les bâtiments et ça va nous permettre d'avoir un volume global du temps de travail sur une exploitation au global annuel, au détail quotidien et d'intégrer aussi tout ce qui va être temps de déplacement dans l'analytique. Et derrière ça, en fait, le temps va être mesuré par utilisateur, par matériel et par tâche, où en fait, on va avoir tout simplement une matrice de corrélation qui va faire correspondre un matériel utilisé avec une tâche réalisée sur le vignoble. Et de cette manière, donc, on va aboutir à des tableaux d'analytique où en fait, chaque tâche va être quantifiée par cépage, par parcelle sur un vignoble et permettre d'aller réfléchir à des notions de coût, d'intégrer la main-d'œuvre dans les coûts de production, dans tout ce qui va être travail en verre, et d'y ajouter la partie mécanisation avec tout ce qui va être outils employés sur le cycle de production. Donc ça, c'est notre positionnement. Nous, on est un positionnement plutôt transversal sur le marché, c'est-à-dire qu'on est né plutôt sur le secteur de la polyculture élevage avec des
problématiques d'organisation sur les exploitations. Puis on s'est rendu compte que les viticulteurs étaient très intéressés par nos outils, notamment pour le suivi des chantiers et notamment en période de récolte. Et ensuite, donc, notre positionnement pour nous sur le marché, tout simplement, ça va être de créer des ponts, des API avec les logiciels qui existent déjà. Donc, on en a déjà 2 API majeurs, donc c'est notamment avec Smag et avec MesParcelles qui est en train d'arriver. En fait, ça va permettre à un utilisateur d'Aptimise de bénéficier d'un outil de gestion du temps pour son exploitation, couplé à une offre de traçabilité avec les outils déjà présents sur l'exploitation, et donc tout simplement de venir automatiser la saisie des informations dans ce logiciel. Et donc voilà, on est sur un couple traçabilité plus gestion du temps de travail et calcul des coûts de production avec l'outil Aptimise. Et donc en gros, notre volonté, c'est tout simplement de pouvoir nous déployer pour l'instant sur des profils d'exploitation plutôt de grande taille, où en fait on va avoir tout de suite des problématiques d'organisation qui sont plus présentes, notamment parce qu'il y a plus de matériel, plus de personnes à suivre sur les chantiers. Voilà. Merci à tous. Je ne vais pas plus long. Bonjour, donc je représente le CEATEC, qui est un organisme de recherche appliquée, qui a une devise qui est de la recherche vers l'industrie. Donc notre rôle, je vais le décrire dans la slide ici. Voilà. Alors CEATEC, excusez-moi. D'abord le CEA, c'est le Commissariat à l'énergie atomique. La moitié de l'organisme travaille dans le domaine de l'atome, militaire ou civil. L'autre moitié de l'organisme travaille sont des rechercheurs, soit de la recherche fondamentale, soit des chercheurs technologiques. C'est-à-dire qu'on développe des technologies dans des domaines extrêmement divers, et notamment les capteurs et l'IoT à Grenoble, dans un institut qui s'appelle de l'ETI. Les énergies et matériaux au LITEN à Grenoble et Chambéry, on fait des cellules solaires, de l'hydrogène, des batteries. Et le LIS, qui est notre institut sur le plateau de Saclay, qui va travailler autour de tout ce qui est intelligence artificielle, vision, réalité virtuelle, réalité augmentée, cobotique, etc., etc. On est implanté en Occitanie, à Toulouse, 200 personnes sur site, à La Bèche, très exactement, et 2 personnes à Montpellier. Alors, c'est Montpellierin qui vient vous voir, là, donc, enchanté. Donc, notre mission, c'est de produire et de diffuser des technos pour en faire bénéficier l'industrie. On est vraiment un organisme de recherche appliquée. Et là, je voulais vous présenter pour ce pitch de 5 minutes une techno qui a été développée dans notre laboratoire spécialisé en interface homme-machine. C'est une molette haptique. Alors, une molette haptique, c'est une molette, et haptique, ça veut dire qu'on a un retour de sensation de l'effort qu'on va créer sur le joystick. Donc là, concrètement, cette molette, c'est un bouton qui tourne, et on va ressentir l'effort qui est lié au cas d'usage derrière lequel elle est. Là, on fait un cas d'usage machinisme agricole, mais on peut y appliquer ça dans des tas de domaines. Comment ça fonctionne? C'est un fluide magnéto-rhéologique. C'est un fluide qui réagit, en fait, qui est liquide, sans électricité. Et quand on applique une tension aux bornes là, des 2 électrodes, ce fluide devient dur. Et c'est avec une progression qui obéit à une loi particulière. Et avec ça, on peut mettre ce fluide donc, dans un cylindre autour d'un moteur. Et quand on va tourner ce petit bouton, ça va être soit dur, soit facile à tourner en fonction de la tension. Donc, on peut imaginer des cas d'usage avec des cliquets, avec des butées infranchissables. On va tourner le bouton, mais on va avoir un cas d'usage où on ne pourra plus tourner le bouton, ce sera impossible. Essayez, demain, ce n'est pas possible. Ou encore, on peut faire des alertes vibratoires. Donc, c'est vraiment un nouveau bouton pour faire des interfaces homme-machine. Alors, on réalise un projet de recherche industrielle. C'est vraiment notre métier de faire de la recherche industrielle pour le compte d'entreprise. Pour la société ACCO, qui est basée dans l'Oise, à Beauvais, très exactement, ACCO, qui est la société qui regroupe des marques, notamment Fendt, Massey Ferguson, Valtra et d'autres, donc j'ai plus de détails. Et le prototype qui a été réalisé pour eux centralise la commande de 2 fonctions du tracteur, c'est-à-dire le pilotage de la boîte de vitesse et la commande de relevage du bras de force à l'arrière. Pourquoi ACCO a voulu travailler avec nous là-dessus? Parce qu'ils ont besoin de simplifier leurs interfaces de commande, ils voulaient ressentir la performance de la machine, et ils voulaient développer un joystick, une molette qui permettait de naviguer de manière intuitive dans des menus graphiques et de piloter les fonctions du tracteur en ayant un retour là-dessus. Il y a la petite vidéo. Est-ce que je peux la mettre? Ça y est, ça marche. Attends. Sinon, je peux... Je suis Bruno Sapp, le responsable de la recherche avancée au sein du bureau d'études de Massey Ferguson à Beauvais. Avant, on conduisait un tracteur et on tirait un outil.
Maintenant, dans une démarche agronomique, on essaye de comprendre l'interaction sol-outil depuis la cabine. Alors, il faut savoir que quand on fait un demi-tour en bout de champ, on est amené à exécuter une quinzaine de fonctions par moment. Ça fait des années qu'on travaille sur des concepts de easy to use, donc la simplification de l'interface de machine. Quand le CEA est venu avec sa molette haptique, on s'est dit qu'il y avait beaucoup de potentiel pour simplifier notre interface de tracteur. L'idée, c'est de regrouper un maximum de fonctions qu'on peut faire en bout de champ, jusqu'à une quinzaine de fonctions, dans un seul et même endroit, et de pouvoir ressentir le tracteur par son retour haptique. Depuis 3 ans, on a brainstormé avec le CEA sur les fonctionnalités qu'on pouvait apporter à cette molette. On a réalisé un prototype fonctionnel. Et maintenant, on travaille sur toutes les nouvelles fonctionnalités, toutes les nouvelles améliorations qu'on peut apporter au tracteur via cette molette. On a une vision interne de notre produit. Le fait de travailler avec le CEA nous ouvre de nouvelles perspectives. Alors, c'est le petit film du fin de projet. Donc, merci beaucoup. Voilà, c'était pour illustrer l'action de recherche vraiment industrielle, un laboratoire qui a travaillé sur un cas pour une entreprise. Merci. Bonjour tout le monde, donc Vincent Corbery, je suis responsable des opérations chez Hercus Group et essentiellement maintenant donc, sur la solution Process to Wine, qui est un ERP viticole spécialisé. Et je vais effectivement vous parler un peu du focus qu'on a ces derniers temps sur la partie données machines en particulier. Sur tout ce qu'on développe, on essaye de se concentrer sur 4 enjeux majeurs, qu'on considère étant les enjeux principaux de la filière. Donc l'environnement, la performance, la traçabilité et la connectivité. Et derrière cette partie interface machine, il y a un petit peu de tout ça. On fait de la connectivité machine, qui est de faire la traçabilité automatique et gagner du confort, de la performance pour nos clients. Très rapidement, donc nous, on intervient sur toute la chaîne, c'est-à-dire du raisin jusqu'à la bouteille. Là, du coup, on est clairement sur les 4 premiers points, dès qu'on est dans les vignes, sur les différentes machines, les tracteurs, jusqu'aux machines à vendanger, sur ce que je vais vous présenter aujourd'hui. L'idée, c'est quoi? C'était de construire une offre de service qui est basée sur l'interface avec les machines, pouvoir gagner de la saisie automatisée, faire gagner du temps aux clients et aux tractoristes en particulier, et donner de la visibilité aux responsables de propriété. Et donc, pour ça, on le décline en un certain nombre de services qui sont plus ou moins aboutis, certains qui fonctionnent déjà très très bien et d'autres qui sont encore à l'étude ou même à la R&D. Le premier service, qui est le service le plus basique, c'est de faire de la traçabilité, du suivi en temps réel d'un parc de machines. Idéalement, ça peut être avec des machines qui sont déjà connectées, mais la réalité du terrain aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de machines qui ne le sont pas encore. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fournit un élément de base. On travaille avec Cartogénère au début et depuis 1 an avec SAM6 sur des boîtiers GPS connectés. C'est le boîtier que vous avez en bas. Et on rencontre un vrai succès avec ça parce que depuis mars 2021, on a monté ce partenariat et on en a 700 en tout et 350 nouveaux boîtiers là, autonomes qui n'ont plus besoin d'antennes, de branchement. On a juste à les plugger d'une machine à l'autre et à les déplacer. Et on obtient vraiment des tracés précis et ça donne de la visibilité et du confort de travail. C'est effectivement le deuxième service, c'est pas tout de juste faire de la traçabilité et d'avoir les parcours, c'est aussi d'apporter de la valeur ajoutée à travers un certain nombre d'outils qui sont accessibles. Donc nous, notre solution, elle est sur mobile, bureau et tablette. Donc là, à gauche, en haut, vous avez par exemple la notification au tractoriste, ça peut directement avoir la planification de sa journée et le travail qu'il doit accomplir. Il va retrouver des petits outils dans son application avec le petit bouton que vous voyez tout en bas là, qui peuvent l'emmener directement à la parcelle ou aux parcelles qu'il doit traiter. Et ensuite, au fur et à mesure de la journée, on va pouvoir faire des bilans, s'assurer que ce qu'on avait prévu de traiter ou de passer a vraiment été fait, avec des notions d'avancement sur quelque chose d'assez visuel, c'est ce que vous avez au milieu, les avancements des traitements sur une journée ou sur la campagne, et puis des calculs automatiques de temps passé. On va retrouver des choses un petit peu proches de ce que fait Optimise, mais là vraiment spécialisé sur la machine, avec les parcelles qui ont été traitées, le temps passé dans chaque parcelle, pouvoir faire donc du coup du remplissage automatique pour identifier, éviter de tout saisir manuellement, mais par contre ça peut ensuite être complété. Le tractoriste ou le voyez peut venir sur son interface pour dire ok, cette parcelle je l'ai vraiment fait, j'y ai passé tant de temps, ou au contraire juste valider les données de la journée, et ça fait gagner un temps relativement considérable.
Donc ça, c'est des choses qui marchent déjà très très bien et qui tournent aujourd'hui. Mais le but, c'est d'aller un peu plus loin avec ces données machines et notamment de travailler avec des tracteurs connectés et différents partenaires pour pouvoir créer des couches, des nouvelles couches dynamiques dans ProcessWine sur la cartographie et notamment des couches intraparcellaires avec différentes données qui remontent automatiquement de la machine. Là, sur ce test-là, c'est plutôt de la pression de consigne pendant les traitements phytosanitaires et la carte à la gauche, c'est les premiers tests. Voilà, on fait passer des pulvées, on essaie de suivre cette pression de consigne. On voit comment elle évolue, on détermine des seuils d'alerte et on voit pourquoi on a dépassé telle ou telle pression, à quel moment ça a été, voilà, sous quelle forme ça se présente sur la carte, et ensuite de pouvoir comparer d'une année à l'autre l'ensemble de ces traitements. C'est plutôt la carte que vous avez au milieu. Et ça peut être valable pour toutes les données machines disponibles. Alors aujourd'hui, toutes les machines ne sont pas connectées, mais on peut le faire aussi bien là, sur une phase de traitement que sur une phase de vendange. C'est le dernier point que je vais présenter. On travaille notamment avec New Holland sur des machines connectées. Et là, pour le coup, dans les dernières versions, ils font de la pesée en temps réel pendant les vendanges et ils font aussi de la remontée de taux de sucre. C'est des choses qu'on pourra afficher sur la carte pour faire des cartes de rendement sur la carte que j'ai montrée précédemment. Et ce qu'on fait aussi avec eux, c'est du pré-remplissage, toujours dans cette dynamique de saisie automatisée. Là, pour le coup, c'est pour les tickets d'apport. On revient remplir automatiquement les tickets d'apport depuis la machine à vendanger, qui va savoir dans quelle parcelle elle a travaillé, sur quel cépage, quelles appellations, parce qu'on partage nos données. On retrouve cette notion d'API qui a été mentionnée un tout petit peu au début, qui a été mentionnée par le TEH. Et du coup, on utilise beaucoup cette notion d'API pour pouvoir échanger ces données. On va venir pré-remplir automatiquement ces tickets d'apport, avec les poids de vendange en l'occurrence. Et pourquoi pas venir compléter avec des données. Leur dernière nouveauté, c'est les taux de sucre. Ils analysent les taux de sucre en continu et ils peuvent venir aussi pré-remplir cette information de taux de sucre directement depuis la machine à vendanger. Donc, voilà tous les services sur lesquels on travaille. On sent qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui de remonter ces données machines. Et on peut faire beaucoup de choses très intéressantes pour remonter ça dans le logiciel. Je ne vais pas m'étendre sur le dernier point, mais on essaie d'aller beaucoup plus loin. C'est un projet que vous avez peut-être déjà vu, ça s'appelle le projet Oiseau. Là, pour le coup, c'est combiner différentes infos avec des cartes satellites ou des cartes drone de vigueur, faire des cartes d'application, et plus seulement remonter des données machines, mais là, pour le coup, venir donner des consignes à la machine de traitement en fonction de sa position sur une carte. Voilà. Donc, si vous avez des questions, on pourra aller plus loin, mais vu que je vais être dans les 5 minutes, je vais m'arrêter là et passer la main. Merci. Bonjour à tous. Alors moi, je prends quelques notes parce que je sais faire très long, mais je ne sais pas faire très court. Donc, je vais essayer vraiment d'être concis dans ma présentation. Donc, je m'appelle Frédéric Bress, j'ai la responsabilité commerciale de l'entreprise UV Boosting. UV Boosting, c'est une jeune société qui date de 2017, qui est une start-up. Il y a 3 personnes, enfin, ils étaient, je n'étais pas là, 3 personnes en 2017, il y en a un peu plus d'une trentaine aujourd'hui. Alors, UV Boosting, c'est quoi? C'est la stimulation des défenses naturelles de la ville au moyen de panneaux UV. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de venir tout simplement renforcer et stimuler les défenses naturelles de la plante. Donc, 80 à 90% de notre cœur de métier, c'est la vigne, et on travaille également sur d'autres cultures, pommes, fraises. Et donc, comment est-ce qu'on va stimuler les défenses naturelles de la plante? On va les stimuler tout simplement au moyen donc, de panneaux UV. Donc, on va venir encadrer un rang de vigne. Ça va être monté sur un tracteur, ou sur un porteur, un vendangeur, peu importe. Et on va venir donc stimuler les défenses de la plante. Donc, je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus, parce que ce n'est pas l'intervention d'aujourd'hui. On s'est aperçu que selon les différentes typologies de vignobles, ça, ce sont les retours de nos clients, qu'ils avaient besoin de plus de facilité pour pouvoir appliquer notre solution. Tous les vignobles ne sont pas des autoroutes et très bien palissés, donc on rencontre parfois des difficultés, ou au moins les applicateurs, les tractoristes rencontrent des difficultés. Donc, il faut pouvoir écarter et s'adapter donc à la typologie du rang de vigne. Nos panneaux ont une complexité, c'est qu'ils doivent, pour venir stimuler les défenses naturelles de la plante, ils doivent passer entre 10 et 20 cm, donc ce n'est pas toujours facile à respecter. Donc, tout simplement, on collabore avec une entreprise et on est venu intégrer donc, un calculateur avec des capteurs mécaniques qui vont se monter sur les panneaux. Et donc, voilà, c'est marqué, que ces capteurs vont rencontrer un obstacle, ils vont s'activer, ils vont jouer sur des vérins, tout simplement, en mode hydraulique, et ils vont écarter plus ou moins les panneaux pour que nous, on puisse toujours être à une distance de 10 à 20 cm, qui est vraiment le cœur de notre brevet, et c'est là qu'on a une efficacité donc, sur la vigne. Donc, il y a 2 modes qui existent. Il y a un mode automatique, donc ça va gérer automatiquement le contrôle de ces panneaux. C'est une facilité pour l'applicateur, parce que quand on est en mode tracté, les panneaux sont à l'arrière sur un tracteur, se retourner en permanence, ce n'est pas très pratique. Quand c'est à l'avant, ça va être une facilité également, mais surtout en mode tracté, c'est vraiment un confort de travail pour l'applicateur.
Et donc, il y a un obstacle, bien évidemment, ça va se désengager. Il y a un mode manuel aussi, où l'applicateur peut lui-même décider de l'écartement des panneaux face au rang de vigne. Voilà comment UV Boosting fonctionne, tout simplement. Donc là, on a un tracteur Vigneron, on vient se monter derrière. Alors là, ce n'est pas forcément le bon exemple, mais on vient stimuler la vigne, mais en général, on vient encadrer le rang de vigne avec 2 panneaux. Donc, la présentation est bonne, voilà. Donc, on vient encadrer le rang de vigne et on doit toujours être, nous, à 10 à 20 cm. Donc, c'est vrai que ça, c'est la complexité de nos technologies. L'idée est donc de venir intégrer des capteurs qui vont se mettre à l'avant des panneaux, au sens dans lequel on se trouve. Il y a un petit dessin ici, donc on en reparlera tout à l'heure si vous avez des questions. Donc, vous avez des capteurs ici qui se montent à l'avant du panneau. Il y a un calculateur et ça va jouer tout simplement sur des vérins et d'un mode hydraulique. Les panneaux vont suivre le rang de vigne. Voilà. Donc, ça, on a collaboré avec une société française qui s'appelle Fluidtronic pour pouvoir apporter cette solution de confort de travail aux utilisateurs. Bonjour à tous. Donc, Olivier, Publisator. Alors, en effet, donc, ce que je vais vous présenter, juste pour faire un petit tour sur la pulvérisation, c'est un élément assez important. Vous savez qu'il y a plus de 330 marques de fabricants de pulvérisateurs aujourd'hui et tous sont basés toujours sur la même technique et technologie. Il y a une pression sociétale assez folle, assez forte, une pression environnementale qui fait qu'il faut qu'on arrive à réduire les produits phyto. Aujourd'hui, il y a des orientations qui ont été prises pour limiter, lorsqu'on est sur des premiers traitements, limiter un maximum la dérive que l'on peut faire. Et donc, IFV, Chambre d'agriculture, vous travaillez évidemment fortement sur ces dossiers. C'était IFL aussi sur la réduction de dérive, où on arrive à avoir. Et donc, l'innovation a été de définir comment est-ce qu'on pouvait trouver un système de pulvérisation, puis un système de capteur, dont on va parler après. Le nerf de la guerre étant de faire attention aux stomates de la feuille. Et il y a donc 3 techniques aujourd'hui qui sont utilisées. De plus en plus, on revient à des jets projetés. Inconvénient du jet projeté, à partir du 2e, 3e traitement, la pénétration du produit ne se fait pas à l'intérieur du végétal. Le jet porté, mais qui crée beaucoup de dérives aujourd'hui, etc. Et le jet pneumatique qui est un peu moins utilisé. Et donc, en fait, Presby nous avons développé un brevet. C'était assez fou que l'on puisse faire un brevet là-dessus, puisqu'on pensait que quelqu'un l'avait imaginé. C'est un système de pulvérisation oscillant qui va osciller en fonction de la vitesse d'avancement du tracteur avec un angle et une vitesse réglable et qui va permettre d'avoir une pénétration des produits phytopharmaceutiques complètement à l'intérieur du végétal. Or, l'idée, c'est de pouvoir mettre un maximum de produits phytosanitaires pour protéger la plante. Suite à ça, et bien, donc voilà, ça c'est une descente. Une particularité, c'est que c'est très léger, puisque ça fait 5 kg, ça s'adapte sur n'importe quel pulvérisateur, soit à l'avant d'un tracteur, soit entre le tracteur et le pulvérisateur, soit sur les rampes exactes actuelles du pulvérisateur. Ça se met, ça a un coût très minime, etc. Donc tout est autonome et tout le circuit est intégré dedans, avec une technologie de gestion particulière. Tout est par 4 bus, c'est-à-dire qu'il y a un chaînage qui se fait d'un module à l'autre. On peut chaîner autant de modules que l'on veut. On a juste une connexion 4 bus entre les uns et les autres. L'intérêt de c'est toujours cette pénétration. Donc, on ne va pas rentrer là-dessus, mais c'est la réduction de dérive qui est importante. D'ici un mois, vous allez pouvoir vous balader sur les bords des routes et puis vous allez voir des pulvérisateurs, il n'y a pratiquement pas de végétation et ça va sortir, ça va, comme disent certains, ça fume, ça va faire une dérive énorme, ce qui rend les gens complètement fous et hystériques, notamment les riverains. Or, l'idée, avec un système comme ça, on est à 95% de réduction de dérive, donc on n'a plus du tout de dérive du tout. Il y a soit ce genre de choses, soit du panneau récupérateur. Le coût d'un panneau oscille entre 40 et 68 000 € aujourd'hui. Là, on est dans les 10 000 €. Et donc, en fait, le système, c'est d'amener un peu du digital là-dessus, c'est-à-dire qu'on a une particularité, c'est-à-dire que chaque électrovanne, chaque niveau de pulvérisation est commandé par une électrovanne qui sert et d'anti-goutte et d'électrovanne pour faire passer ou pas du fluide, ce qui nous permet d'avoir une circulation semi-continue, ce qui n'existe pas aujourd'hui en viticole, sauf en agricole. Et donc, ça nous permet de limiter tous les problèmes de bouchage. Ça va nous permettre aussi de pouvoir couper là où il y a de la végétation, eh bien, on va pouvoir pulvériser. S'il n'y a pas de végétation ou en bout de rangée, eh bien, le système se coupe automatiquement. Dès qu'on rentre dans la rangée, vu qu'il y a un capteur ultrasonique, ça va nous permettre de pouvoir rentrer. Autre particularité, ça va nous permettre, grâce au système ultrasonique, de gérer la distance du végétal et de la diffusion, ce qui nous permet, non pas en mécanique, mais en ultrasonique, de pouvoir
rester toujours à la même distance entre végétal et sortie de la pulvérisation. Toutes ces choses-là nous permettent aussi de pouvoir avoir par descente un débitmètre qui nous permet d'avoir une traçabilité de qu'est-ce que l'on a mis. Et puis, on a bossé avec des gens comme AgriLive aussi, et tous le système peut s'adapter, n'importe quel système. L'idée, c'est de pouvoir repérer là où on a c'est pas le tout de mettre 150 litres d'eau hectare, c'est qu'on a des bas-fonds, des endroits où on est beaucoup plus fragile par rapport à l'odium, le mildiou. Eh bien, c'est quand on va repasser la deuxième fois, puisqu'on va passer entre 8 et 15 fois dans le verger, dans la vigne ou le verger, eh bien, on connaît les éléments, et si on voit des produits sanitaires, eh bien, on va pouvoir accentuer lors d'un passage de produits phyto sur une zone de 20 mètres où là, on a vu qu'il y a la protection qui devient un peu compliquée. Bref, le but est d'essayer de s'adapter la pulvérisation à tout ce qui est fait aujourd'hui et d'utiliser le digital au mieux que l'on puisse, non seulement par un système de diffusion complètement original et fou, mais surtout en utilisant de la technologie pour tout de suite être capable de répartir à des différentes hauteurs des quantités de produits phytopharmaceutiques différentes. Donc voilà le système de pendularité. Et le plus compliqué, c'est vraiment de faire le plus simple possible. Je dois être dans les 5 minutes. Parfait. Merci Olivier. Bon, bonjour à tous, je suis Romain Soulier, je dirige une société de développeurs numériques à Angleterre. Et on a plusieurs activités, mais la principale, l'essentiel de notre chiffre d'affaires aujourd'hui, on le fait dans la fabrication d'outils de formation, donc qui utilisent nos armes du numérique et qui vont dans plein de secteurs. Notre ambition pour le secteur agricole et viticole, c'est de faire un maximum de formation et d'outils performants pour les enseignants. Donc là, je vais vous faire juste c'est vraiment un état des lieux de notre réflexion et je serais très curieux après d'échanger avec vous sur les écarts qu'il peut y avoir avec ce que vous pensez de ce que je vais vous présenter. Contexte rapidement, quels sont les enjeux auxquels le monde de la formation dans le domaine agricole, viticole a affronté aujourd'hui? Donc il y a la question de la masse des gens à former. Alors, je vais arrêter de donner des chiffres parce que je ne suis jamais sûr de moi sur ces trucs-là, mais sachez juste que, vous le savez mieux que moi, hein, il y a énormément d'agriculteurs à former à horizon 2030 parce qu'il y en a plein qui vont partir à la retraite. La bonne nouvelle, c'est que j'ai regardé les programmes de tous les candidats à l'élection présidentielle, disent ça. Il faut absolument former plus. Alors, ils ont tous des solutions différentes, mais au moins, ils sont d'accord sur le constat de nombre de personnes à former. Autre enjeu, il faut les former à plein d'autres choses que les disciplines et les choses sur lesquelles il faut appliquer les formations sont différentes, où il y a des nouvelles choses à apprendre. Il y a la question du changement climatique, il y a aussi les questions de santé qui deviennent extrêmement importantes et qui sont extraordinairement coûteuses dans le monde agricole, y compris, je veux dire, y compris financièrement, ça devient une vraie tension. Il y a la question de la complexité des machines, la question de la polyvalence qu'on demande d'avoir aux agriculteurs. Vous avez vu, j'ai été très intéressé par le tracteur, le Massey Ferguson qu'on a vu dans la présentation du CEVA tout à l'heure. Le truc, c'est un cockpit absolument incroyable, on dirait un engin de science-fiction. Désormais, on demande aux agriculteurs aussi d'avoir plein de notions en hydraulique, de savoir utiliser des outils informatiques. Et là, c'est pareil dans tous les secteurs, hein. C'est un vrai problème aussi, cette fracture numérique, hein. Il faut pouvoir utiliser ces outils, il faut pouvoir les maintenir. Moi-même, j'ai une petite voiture française que j'adore, et ce que j'adore moins, c'est que je n'ai toujours rien compris à comment mettre à jour le logiciel embarqué. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi former, non pas des informaticiens, mais des gens qui soient très agiles à utiliser toutes les techniques que vous avez présentées ce matin. Et puis enfin, vous savez aussi qu'il y a aussi des problèmes importants, des questions d'attractivité dans le monde agricole. C'est pareil dans le monde industriel. Et là, nous, dans le numérique, on a une carte à jouer aussi en termes d'attractivité pour amener des outils qui permettent à la fois d'attirer vers les métiers, mais déjà d'attirer vers les formations elles-mêmes. Du coup, nos réponses par rapport à ces enjeux que je viens de présenter. Encore une fois, là, c'est l'état de nos réflexions et c'est un vrai chantier, hein, parce que le monde de la pédagogie est en train d'être bouleversé, pas uniquement dans le domaine agricole. L'éducation nationale, c'est pareil. Premièrement, comprendre le secteur. Donc là, à chaque fois qu'on a des demandes sur un secteur particulier, il faut qu'on aille au contact. Ça veut dire vraiment qu'il faut amener les développeurs informatiques, les concepteurs sur le terrain. Juste un exemple, moi, à la fin de cette semaine, je vais faire une formation accélérée en radioprotection parce que il faut que je comprenne ce que
ce à quoi les industriels du nucléaire forment les jeunes dans les centres. Pour notre prochain sujet de la taille de vigne, qu'on va faire avec Innovin, on est allé dans les vignes et on a envoyé les développeurs dans les vignes. La co-construction, ça c'est super important. On a, depuis le temps qu'on fait des outils de formation maintenant par le numérique, on a constaté qu'il nous fallait 3 fonctions absolument essentielles autour de la table au moment où on fait les ateliers. Il y a le formateur de terrain, super important, celui qui va utiliser les outils support qu'on lui amène avec ses étudiants, et puis c'est lui qui connaît les étudiants. L'expert métier, c'est particulièrement vrai quand on a besoin de simuler du geste. Lui, il va avoir souvent une plus grande précision. Parfois, c'est la même personne. Et puis, il faut le créateur numérique. Ça, c'est nous. Il y a une 4e fonction maintenant qu'on a décidé d'inclure systématiquement, c'est les gens de la santé. Et en particulier, on a un accord avec la MSA pour qu'ils viennent systématiquement très, très tôt venir nous apporter, eux, leur input, quoi. Ils sont très frustrés, eux, dans le passé, par des outils qu'ils ont pu fabriquer où ils arrivent souvent trop tard. Prendre le mieux du numérique, ben là, ça va être nous qui allons pouvoir expliquer quels sont les... Il ne s'agit pas de faire du numérique pour le numérique, hein, surtout pas. Il s'agit de prendre ce qu'il y a de plus pertinent dans le numérique et de l'amener. Je vais essayer de vous convaincre avec le prochain diapositive sur ce qu'on a pu faire. Typiquement, les technologies immersives de réalité virtuelle, ça peut être parfaitement inutile ou extrêmement performant selon ce à quoi on a à former. Alors, la question du modèle économique, je passe rapidement, mais en gros, pour moi, le modèle économique de comment on fait des logiciels et des dispositifs performants appliqués dans la formation, ce modèle, il n'existe pas encore, il est en construction, c'est très compliqué. Si je voulais vendre des jeux vidéo, je sais exactement à qui je dois m'adresser et qui je dois convaincre au niveau de l'édition. Si je vends des manuels scolaires papier, pareil. Pour ce qui est des outils de formation numérique, là, il y a encore un flou compliqué et il faut absolument qu'on l'adresse. Il faut qu'on le fasse maintenant, à l'échelle de la France, peut-être à l'échelle de l'Europe, parce que sinon, je fais confiance à la Californie et à la Silicon Valley pour s'en emparer de cette question-là. Et puis, dernièrement, il faut qu'on arrive à construire un environnement de support qui soit sain. Très clairement, une fois qu'on a installé des super logiciels, des super services dans des lycées agricoles, par exemple, il faut qu'on ait des gens qui puissent répondre au téléphone pour dire « ça ne marche pas parce que ton ordinateur n'est pas branché » ou pour pouvoir expliquer comment on forme à distance aussi. Ça, c'est un énorme enjeu aujourd'hui avec le numérique, qui a été accéléré par la crise sanitaire. Tout le monde nous demande de pouvoir former des gens à distance avec nos outils. Ben là encore, il y a derrière des enjeux support qui sont considérables. J'ai presque fini. OK. On a créé un simulateur de conduite d'engins agricoles. On a fait ça en 2020, donc c'est juste un exemple des choses qu'on est en train de faire. On a fait ça en 2020. On l'a implémenté dans les écoles en 2021. Vous voyez une image d'un enseignant dans sa classe qui s'apprête à mettre un casque de réalité virtuelle sur le nez d'un de ses élèves. Et ça permet tous les avantages d'une simulation, exactement comme dans l'aéronautique avec les simulateurs de vol. On peut former dans n'importe quelle condition, on peut casser les choses. La première chose que font les étudiants avec ce simulateur, c'est d'aller aux limites de la machine, de la faire verser, de conduire sous la pluie, de conduire sous la neige, de conduire de nuit, etc. Tous les avantages de la simulation. J'ajoute enfin que pour ça, c'était hyper pertinent de le faire parce que les enseignants n'ont pas le droit d'amener leurs étudiants sur les routes. Donc, pour apprendre la conduite sur route, ils sont obligés d'utiliser leur piste quand ils en ont une et les machines quand ils en ont une dans les lycées. Merci. Du coup, je vous propose de passer au deuxième cycle de présentation. Donc, on va partir un petit peu sur la thématique de la viticulture de précision. Je vais laisser la parole du coup à Christophe. Ok. Merci, madame. Bonjour à tous. Donc, on va effectivement entamer ce deuxième cycle sur la viticulture de précision, deuxième cycle de pitch. Alors, moi, je ne vais pas vous prendre tout votre temps de parole. Je vais juste introduire un petit peu la thématique vue de l'IFV, c'est-à-dire vue un petit peu de ceux qui font de la recherche et de l'expérimentation sur les solutions pour les utilisateurs finaux, pour les viticulteurs. Alors, de quoi on parle quand on parle de viticulture de précision en général? On peut parler de gestion pied par pied, on peut parler de gestion par grande zone, de gestion à l'échelle de la parcelle en entier, et on parle aussi de traçabilité. Plus généralement, on va parler de modulation du travail en fonction d'une connaissance à plus ou moins grande échelle de la parcelle, de l'exploitation, de la surface de production.
Alors, de quoi a-t-on besoin pour faire de la viticulture de précision? On a besoin d'outils cartographiques, et on va en parler dans les pitchs à venir. On a besoin donc de contours précis, on a besoin de la connaissance éventuellement des rangs de vignes, pour faire du guidage, on a besoin d'indices géoréférencés sur lesquels s'appuyer pour prendre une décision. Ça, c'est important parce qu'il va falloir faire le lien entre ces indices et une réalité agronomique vécue par les viticulteurs. Et puis, on a différents capteurs à différentes échelles pour enregistrer une position, pour enregistrer une opération, pour enregistrer une détection. Et donc, en fait, derrière tout ça, c'est des applications un petit peu différentes. Pour les applications, on a besoin de matériel viticole précis, c'est-à-dire de matériel viticole qui sont en lien avec la position géographique des données qui sont enregistrées et donc qui vont permettre d'interagir. Parce que c'est là l'intérêt pour le viticulteur, c'est qu'il y ait une interaction entre les données sur des cartes et leur action au quotidien. Donc là, ça peut être de la fertilisation modulée. Là, ça peut être de l'autoguidage avec une barre de guidage sur un tracteur. Pour arriver à ces interactions avec les matériels, le processus est le suivant. On a la connaissance avec une cartographie. On a l'expertise, qui pour le coup, là, n'est pas automatisée. C'est-à-dire le lien agronomique entre des données et une réalité de terrain. Une prise de décision qui, là non plus, n'est pas forcément automatisée, qui pourrait l'être sur la base d'un entraînement, d'une intelligence artificielle, pourquoi pas, et qui pour l'instant n'est pas encore automatisée. La réalisation de la carte de préconisation, là aussi, qui demande des connaissances, des savoir-faire en fait que n'ont pas forcément les agriculteurs et donc pour lesquels ils ont besoin de prestataires. Et puis l'utilisation de cette carte de préconisation dans un matériel capable d'automatiser le processus. Alors les applications cas d'usage, ça peut être de la modulation de la modulation de fertilisation, de la modulation de traitement éventuellement, ça a commencé à être évoqué. Modulation de récolte, pourquoi pas, une taille plus ou moins longue, on peut tout imaginer. La détection de symptômes, ça a été encore évoqué ce matin, on a dans notre panel aujourd'hui des intervenants pour en parler. Mais n'oublions pas le contrôle qualité, la traçabilité, l'anticipation et l'automatisation qui font partie des sujets, des applications, des cas d'usage aujourd'hui de la viticulture de précision. Alors aujourd'hui, nous avons VineView, nous avons l'ICV, nous avons la division Green Shield, Vegeta Signal et Eden Culture, le groupe Pelin, pour aborder ces différents sujets. Avant de leur donner la parole, un dernier mot sur un point qui me paraît extrêmement important à avoir en tête quand on parle justement de la viticulture de précision et de l'utilisation de toutes ces nouvelles technologies sur les matériels viticoles, c'est l'aspect économique. Alors, je ne vous fais pas le détail de cette liste un petit peu à l'après-vert, mais il y a beaucoup de surcoûts en fait pour les utilisateurs finaux. C'est à chaque fois un petit peu la question qui nous est remontée, c'est toutes ces technologies, c'est super, ça permet de moduler le travail, de manière intelligente. Il faut que ça ait une valeur ajoutée à la fin. Il faut qu'il y ait des économies en intrants, en temps de travail, ou qu'il y ait un bénéfice utilisateur réel pour que ces solutions soient adoptées. Voilà, j'en reste là, je ne vais pas plus loin, et je cède tout de suite la parole à Zachary pour la cartographie aérienne avec VineView et son utilisation. Je suis Zachary, je travaille pour la société VineView. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui en fait comment on peut utiliser en fait une carte de vigueur pour réaliser une modulation de la fertilisation. C'est quelque chose qui est assez classique maintenant dans le monde de la viticulture. Je vais aborder très succinctement la partie de l'intégration en fait des cartes de préconisation qu'on peut faire dans le matériel, mais je vais plutôt laisser cette partie à mon confrère de l'ICV qui va aborder aussi cette thématique. Donc, moi, j'irai plutôt l'amont et la partie un petit peu plus agronomique. Alors, en termes de méthodologie, ça reprend un peu ce que disait Christophe là, sur la slide processus. Généralement, on va, donc, dans notre cas, réaliser une carto de vigueur sur l'ensemble de la propriété. Je n'ai pas précisé que là, je vais utiliser un exemple qu'on a fait chez les vignobles de la Rose, dans le Médoc, sur 250 hectares. Donc, dans l'idée, on réalise une cartographie de vigueur sur l'ensemble de la propriété. Ensuite, on va vraiment se centrer sur tout ce qui va être analyse de sol. Et l'idée va être de comment utiliser au mieux l'hétérogénéité statistique pour cibler en fait les prélèvements d'analyse de sol. Ensuite, on va réaliser un plan d'épandage, puis on va appliquer en fait ce plan d'épandage grâce à du matériel de modélisation dans ce cas-là.
Donc, pour reprendre ce que tu disais, Christophe, effectivement, il y a plusieurs choses là, moi, juste dans l'intro. C'est qu'effectivement, il y a une partie expertise agronomique qui est importante lorsqu'on passe d'une cartographie de vigueur à une cartographie de préconisation. Il faut savoir lire la carte, il faut savoir intégrer les paramètres agro du VICTI pour arriver en fait à une préconisation qui soit la plus efficiente possible. Ça, c'est une partie qui est souvent un peu sous-évaluée, mais qui est pourtant importante pour arriver à quelque chose de précis. Et ensuite, sur la partie matérielle, très rapidement, en VICTI, c'est quand même très nouveau. Il y a du matériel qui commence à arriver, qui peut être acheté par les viticulteurs. Il y a aussi les prestataires qui sont en train de s'équiper. Donc, dans le Bordelais, ça, c'est quelque chose qui nous aide en fait à promouvoir nos outils. Et enfin, sur la question effectivement du gain grâce à ces outils-là, nous, en tant que prestataires de services, c'est pas toujours quelque chose de très facile à valoriser parce que le gain effectivement en engrais, là, depuis cette année, ça a du sens parce qu'avec les prix qui explosent, on peut le valoriser, mais derrière, il y a des gains de rendement, il y a des gains d'efficience qui ne sont pas forcément chiffrables. Et donc, c'est un peu compliqué pour les petits de mettre le doigt dessus. Alors, donc, l'étape 1, en fait, de ce procédé de carte de modulation, c'est déjà de réaliser une cartographie de vigueur. Je vais accélérer un peu. Nous, dans notre cas, en fait, on fait une cartographie à l'échelle du pied. On va modéliser chaque pied de vigne par un rond sur lequel on va appliquer un indice de végétation qui sera corrélé à la vigueur. Donc, l'idée, c'est de pouvoir visualiser les hétérogénéités en fait, de chacune des parcelles. À l'issue de ça, sur cette propriété des vignobles de la Rose, on a formé des groupes de parcelles en fait, de terroirs homogènes, qui ont été un peu nos blocs de travail. On a déterminé en fait, des parcelles représentatives statistiquement de chaque groupe. Et ensuite, on s'est basé sur cette hétérogénéité statistique à l'échelle du pied pour déterminer en fait l'emplacement des points de prélèvement de sol. Je vais montrer ça sur la slide d'après. Donc, dans l'idée, là, on a un bloc qui fait à peu près 6 hectares 7. Et en bas, là, j'ai mis un tableau un peu compliqué, mais qui représente en fait pour chacune des classes le nombre de pieds qui est concerné par le niveau de vigueur. Et donc, dans le cas de ce client, pour faire une analyse de sol, il faisait 10 points de prélèvement en fait, de sol. C'est-à-dire que sur ce bloc-là, il y avait 10 points à aller positionner. Et l'objectif du VICTI, là, c'était d'être représentatif de la parcelle. Ce n'était pas d'aller dans les zones maigres ou les zones très, très vigoureuses. C'était vraiment d'avoir une vision globale. Donc, plutôt que de le faire de manière un peu empirique, on s'est dit, bah, tiens, là, ici, on voit que dans ces classes-là, ici, c'est celles qui sont le plus représentatives. Ben, c'est là où on va aller mettre le plus de points. Et vu qu'on est sympa, on a mis les points bien dans le sens du rang pour que le préleveur n'ait pas à aller s'amuser dans tous les points de la parcelle. Donc, ça, c'est des choses qui paraissent tout bêtes, mais qui sont indispensables pour que l'utilisateur puisse utiliser ça. Et donc, le préleveur avait ces points-là dans son appli GPS et du coup, il allait faire les relevés. Ensuite, rapidement, pour la réalisation du plan d'épandage, donc à la suite de ça, on a eu les résultats des analyses de sol. Avec le VICTI, voilà, on s'est mis autour d'une table, on a intégré tous les objectifs de production en fonction des îlots, on a intégré les itinéraires techniques des années précédentes, toutes ces informations agronomiques qui ont permis d'arriver à un plan d'épandage. Et donc, derrière, il y a plusieurs possibilités. La première qui est de basculer directement d'une carte de vigueur et de dire vigueur haute, dose faible, donc de faire une transcription de ce type-là, vigueur haute, dose faible. Ça, c'est des données qui peuvent être intégrées en fait, dans du matériel de modulation de dose. Là, on a fait une cartographie beaucoup plus simple avec des gros polygones qui soient facilement en fait, embarquables sur le terrain. Là, vous voyez, on a toujours une dose à l'hectare. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on est en train de faire en ce moment, de transcrire ça en cartographie de vitesse, de moduler la dose en fait, en permettant au tracteur d'aller plus ou moins vite. Plus il va lentement, plus il va épandre de l'engrais. Et donc, c'est plutôt la carte de droite qu'on va lui mettre en fait dans notre application et il va se voir bouger et adapter sa vitesse en fonction de là où il se trouve. Et donc, ça, c'est sur ce client, on est allé jusqu'à la partie modulation avec un dépendeur. Donc, il y a des fichiers shape en fait à mettre sur la clé USB. Il y a 2-3 choses peut-être, tu rentreras dans le détail par la suite. Disons qu'en vigne, on a un petit peu de retard. En grande culture, on fait son plan d'épandage sur PC, tout est connecté, ça va aller se mettre sur la console. En vigne, on est encore avec nos petites clés USB, à aller mettre ça dans les consoles, on a un petit peu en retard. Voilà, merci à vous. Bonjour à tous, Émeric Kendall du groupe ICV, je suis ingénieur innovation viticole et aujourd'hui je vais parler devant vous un peu sur la modulation de dose, quelque chose qui peut paraître assez facile à dire sur papier, mais sur le terrain qui est plus compliqué à faire.
Alors, très rapidement, le groupe ICV, on vient du milieu vigné-vin, analyse des conseils, et on propose aussi des services de télédétection comme OnoView, en partenariat avec la startup toulousaine Ternis, pour valider des cartes de vigueur par imagerie satellitaire du vignoble. Sur ces cartes de vigueur, on est capable de déterminer des zones à la manière dont nous a présenté Zachary précédemment. Ensuite, grâce à nos consultants viticoles, pouvoir réaliser des cartes de modulation de la dose d'engrais à l'intérieur des parcelles. On a déjà eu des cas d'usage de ce genre de pratique de modulation de dose en intraparcellaire, notamment dans les propriétés bordelaises des grands chais de France, qui ont eu une problématique d'érosion de rendement et de perte d'homogénéité du potentiel de vinification de leurs parcelles. Et donc, ils ont souhaité mettre un axe de travail sur la modulation de la dose d'engrais à l'intérieur de leurs parcelles, donc entre 2016 et 2020. En 2020, on a refait une cartographie et on a observé que 80% de leurs vignobles s'étaient homogénéisés, avaient eu un parcours d'homogénéisation, et notamment lié au travail de la fertilisation de précision. En plus, en viticulture, quelque chose d'encourageant pour la filière, selon l'Observatoire des usages du numérique, de l'agriculture numérique, de la chaire agrotique, on est passé de 1,2% des surfaces du vignoble français détectées en 2007 à 2,2% en 2020. Donc on pourrait se dire, bah, très bien, la fertilisation, ça fonctionne, on a des surfaces détectées, on devrait sentir une demande de plus en plus grande. Pour autant, on sent que ça n'accroche pas complètement, on sent qu'il y a encore des freins à lever. Et au groupe ICV, on s'est posé autour de la table et on a réfléchi sur les stratégies à développer pour aller plus loin que le digital, que la carte de vigueur que nous proposons avec OnoView. Un des premiers axes, la modulation de la carte. La carte de vigueur, maintenant, à peu près tout le monde conçoit sur quoi ça ressemble. Par contre, de dire à des utilisateurs de transformer cette carte de vigueur en carte de préconisation, ça peut paraître compliqué, surtout si on commence à leur parler de logiciels comme QGIS ou de manipuler avec des tableaux Excel. Pour l'utilisateur, ça peut devenir un vrai casse-tête et ça participe un peu à l'effet boîte noire, ce qu'on a observé, d'arriver à faire une modulation sur base de carte de vigueur. Pour résoudre cette problématique, on s'est associé avec on a travaillé ensemble avec la startup MyEasyFarm, qui propose une interface pour l'utilisateur très simple, très intuitive, qui permet de récupérer des données de différents fournisseurs de données, comme des cartes de vigueur, mais aussi des logiciels de traçabilité, etc. Et de pouvoir manipuler ces données de façon très simplifiée dans une interface simple, ergonomique pour l'utilisateur. Donc, en l'occurrence, ici, nos cartes OnoView. Et l'utilisateur, ensuite, peut naviguer à travers ces zones, affecter des doses. Mais le plus gros plus de cette plateforme, c'est de pouvoir envoyer, d'être interopérable avec une grande diversité de consoles et de machines déjà présentes sur le marché, donc facilitant encore plus l'appréhension par l'utilisateur pour aller vraiment jusqu'au bout de la chaîne pour appliquer, pour mettre sa carte de préconisation dans son tracteur. En sachant que même MyEasyFarm supporte le standard Isobus, qui devient de plus en plus courant dans le monde viticole aussi, et standard qui est assez complexe. Il y a même des festivals entiers justement pour que toutes les solutions essaient de voir si elles sont compatibles. Donc, pouvoir profiter d'un standard Isobus, de la compétence Isobus, un REV+, pour l'utilisateur et pour la proposition de nos services. Deuxième frein que nous avons identifié, l'achat de matériel. Ça coûte cher et c'est forcément des investissements qu'on réfléchit sur un long terme. On a eu un cas dans le Gers, un client qui avait renouvelé son parc d'épandeurs neuf. Problème, il n'était pas modulable, sachant que juste avant, ils avaient commandé des cartes OnoView pour la vendange et qui pouvaient tout à fait les utiliser pour faire de la modulation de fertilisation, sachant qu'ils avaient aussi des problématiques de perte d'homogénéité des vins dans leurs parcelles. Du coup, de fil en aiguille, on est arrivé à une solution, c'est de se dire, au lieu de racheter du nouveau matériel, il existe aussi des solutions de seconde monte, de pouvoir rendre ce matériel modulable. Donc, on a fait appel à une société InnoGPS qui propose ce genre de prestations. Et pour vous donner un ordre de grandeur, on est à peu près sur 300 € un boîtier pour rendre l'épandeur d'engrais modulable. Et il y a eu un surcoût lié au fait que les tracteurs n'étaient pas
On n'était pas avec des consoles, donc il a fallu rajouter 3 000 € à peu près par tracteur de consoles, ce qui est un peu conséquent, mais consoles Isobus qui permettent aussi d'utiliser d'autres matériels. Pour conclure sur cette présentation, OnoView propose du digital, de la cartographie, mais au sein du groupe ICV, on s'est rendu compte que pour aller plus loin dans la filière, il fallait qu'on soit acteur à tout point du processus, de la carte de modulation jusqu'à l'utilisateur final et l'engrais mis dans la parcelle. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette approche très concrète et pour cette présentation aussi de Maïdi Farm, hein, qui montre qu'on va vers des solutions plus accessibles pour les vignerons, pour les utilisateurs finaux. Donc là, on vient de voir des applications finalement de la viticulture de précision à l'échelle de cartographie aérienne. Là, on va aller plus près de la vigne, hein, et donc avec Fabien Poujol et R&D Vision, on va s'intéresser à la détection de près. Merci. Bonjour à tous. Alors, je vais passer rapidement sur le premier slide qui reprend, sur lequel j'étais censé parler effectivement des problématiques, des questions, des besoins, je dirais, de la filière aujourd'hui, à la fois en termes de détection de maladies, à la fois en termes d'estimation de rendement et également de gestion, ce que je vais appeler de risque sanitaire. Bon, je pense que vous connaissez ces différentes problématiques-là. Alors, rapidement, au niveau de R&D Vision, donc la société de notre côté existe depuis 20 ans. On va être spécialiste, je dirais, d'intégration de capteurs et d'intégration de technologies optiques. Et on va concevoir et développer des systèmes autour de ces technologies-là dans tout secteur d'activité dans lequel il y a besoin aujourd'hui d'imagerie et de contrôle optique. Et on va avoir effectivement de plus en plus d'interactions et de plus en plus de projets aujourd'hui dans le domaine vitivinicole depuis 6-7 ans. Donc, on va s'intéresser effectivement dans un premier temps à ce qu'on va appeler l'interaction lumière-matière. Donc, qu'est-ce que l'on souhaite voir, quel est le besoin et comment ça peut être détecté avec quelle technologie de capteur. Et ensuite, on va développer le système autour de ça avec la partie éclairage, avec la partie électronique, la partie acquisition de données et tout ce qui va être interface machine-machine ou homme-machine derrière pour interagir avec le système. Quelques exemples de capteurs et de technologies avec les applications associées. Donc, comme je vous disais, on n'est pas fabricant de capteurs, on va être intégrateur. Aujourd'hui, il existe un certain nombre de technologies de capteurs disponibles sur le marché qui vont chacun avoir leurs avantages et leurs applications dédiées. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, ici, en fait, vous avez les différentes longueurs d'onde avec la partie visible, donc ce qui est visible pour l'œil humain. En amont, la partie UV, encore en amont, la partie rayon X, et puis ensuite le domaine infrarouge et le domaine terahertz. Chaque bande spectrale va avoir effectivement des avantages pour détecter telle ou telle chose. Ce qui est le plus connu aujourd'hui et ce dont vous entendez le plus parler dans le domaine visible, effectivement, avec les caméras, typiquement les appareils photo, les caméras aujourd'hui qui sont disponibles, avec la haute résolution et ce qu'on va appeler l'intelligence artificielle aujourd'hui, le deep learning, donc retrouver automatiquement par la machine les informations dans l'image. Donc, c'est des choses que l'on a fait typiquement. On a présenté également au CITEVI sur une machine qui va analyser, entre guillemets, les caisses de raisin sur quai de réception après vendange, notamment en Champagne, où on va venir détecter tout ce qui n'est pas du raisin, où on va venir détecter la présence de d'iode, par exemple, ou de botrytis, où on va venir mesurer par l'imagerie 3D les tailles de grappes, les tailles de baies, pour ensuite rediriger les caisses en fonction des alertes vers les différentes pressoirs. Une application dans le domaine UV, donc Olivier Bonnefond en parlait tout à l'heure, sur la partie détection typiquement de produits phytosanitaires. Donc c'est des choses, on s'est aperçu effectivement par des études théoriques sur les spectres d'absorption et d'émission des produits, que c'était des choses qui pouvaient être détectables dans le domaine UV. Et donc, le projet ou les discussions, effectivement, ça va être de développer et de mettre en place un système
qui peut être embarqué sur un engin agricole pour venir dans la vigne et directement détecter la présence et quantifier également les produits phytosanitaires dans la vigne pour à la fois effectivement savoir si l'épandage a été correctement fait, la quantité qui a été déposée et potentiellement améliorer effectivement le réglage des pulvérisateurs par rapport à ces données-là. Dans le domaine proche infrarouge, sur typiquement de la mesure d'humidité, à la fois sur les baies mais également sur les feuilles, on parle de beaucoup de stress hydrique, c'est des choses qui peuvent être analysées ou qui peuvent être captées comme information dans le domaine proche infrarouge. L'infrarouge lointain, ou aujourd'hui ce qu'on va appeler la thermographie, donc tout ce qui va être lié à la mesure de température et à la captation de température. Et encore plus loin, un domaine qui aujourd'hui est moins exploité, et moins connu, qui est le domaine terahertz, qui est quelque chose qui est utilisé notamment dans le domaine de la sécurité et de l'aéronautique, mais on se rend compte que c'est quelque chose qui va se démocratiser pour faire du contrôle non destructif et de la mesure de densité. C'est des choses qu'on a eu fait sur des bouchons liège, par exemple, mais c'est quelque chose également qui permet de manière non invasive de pénétrer la matière et de venir mesurer une densité. Donc ça peut être également le cas, par exemple, sur un pied de vigne, pour voilà, mesurer la densité du bois et potentiellement tester les différentes maladies. Rapidement, pour conclure, quelques exemples voilà, de systèmes que l'on a développés. Donc, je vous parlais effectivement de système d'analyse de caisses de raisin directement sur quai de réception et sur convoyeur. C'est également des choses que l'on a fait embarquer aujourd'hui sur engins agricoles, donc sur engins agricoles existants. Donc, on sait effectivement s'adapter sur l'existant pour faire des différents passages dans la vigne et capter de l'information, notamment l'estimation de rendement, mais ça peut être également d'autres informations. Et on va effectivement pouvoir en interne traiter les données et analyser les données pour donner des cartes de rendu et des informations aux différents exploitants. C'est tout pour moi. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation des perspectives de la détection par la vision. J'appelle maintenant Fabien Le Bourdiec, au Végétal Signals. Donc, de nouvelles perspectives, là, pour le coup, en matière de traitement phytosanitaire. Je vous laisse développer. Merci beaucoup pour l'introduction. Alors, je vais rapidement introduire notre techno, mais évidemment, on a fait une focale assez particulière, puisque l'enjeu, c'était l'interaction numérique-machinisme. Donc là, je vais vous présenter tout particulièrement nos outils de détection présymptomatique de milieu. Très rapidement, pour introduire notre techno, c'est une techno qui s'inspire de l'électroencéphalographie humaine, grosso modo. On analyse, alors on a des outils de monitoring de l'activité électrique des plantes à très haute fréquence. Et puis ensuite, on a des outils de machine learning qui permettent d'identifier un certain nombre de motifs et de qualifier différents états du végétal. Donc, voilà, historiquement, on travaille surtout sur le statut hydrique de la vigne, mais depuis 3 ans, on travaille également sur de la détection de mildiou. Donc, l'intérêt, c'est une technologie qui a connu des phases un peu amont. Hein. On décrit un certain nombre de comportements du végétal et puis progressivement, on découvre des applications jusqu'à arriver à des cas d'usage qui ont un modèle économique. Mais il y a tout un cheminement quand même à réaliser. Comment ça se passe? À la base, on a des capteurs assez simples avec une petite antenne qui s'installe dans les vignes. Et puis, de ces capteurs partent des électrodes qui viennent s'insérer dans les rameaux. Alors, l'intérêt, c'est que l'information qu'on collecte, elle a une composante, elle n'est pas exclusivement biologique, mais elle a une composante biologique, un peu à l'image de ce qui se passe au niveau des neurones. En fait, on suit notamment les dépolarisations transitoires des membranes cellulaires. Et donc, grosso modo, dès qu'il se passe quelque chose dans la vie de la plante, en fait, ça va laisser une trace électrique, que ce soit en bien ou pas bien d'ailleurs. Donc, notre but, voilà, c'est d'essayer de détecter les différents motifs qui peuvent émerger en fonction de tel ou tel phénomène. Alors, pour arriver directement à la question du mildiou,
il y a eu plusieurs approches. Celle-ci est une approche par une classification binaire. C'est grosso modo un modèle qui vous dit si oui ou non la plante est malade ou pas. Ce qui est important, c'est que on a une période d'incertitude évidemment, quand on entraîne ces modèles. Il y a un moment donné où on a besoin d'informations de référence. Alors, la référence qu'on utilise, là, c'est des comptages agronomiques classiques, hein, intensité fréquence. Et donc, on a des agronomes qui vont faire des comptages. Donc, ça nécessite évidemment l'apparition de symptômes. Et puis, par opposition, pour identifier nos classes de vignes non malades, on prend une marge de sécurité qui est d'environ 15 jours avant l'apparition des symptômes. Entre les deux, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Potentiellement, la vigne a déjà été contaminée, mais les symptômes ne sont pas là. Et quand on fait tourner le modèle derrière, en fait, on se rend compte que lui, sa probabilité de présence de la maladie, elle augmente assez bien avant l'apparition des symptômes. Et notamment, la certitude de présence de la maladie apparaît environ 8 jours en moyenne avant l'apparition de ces symptômes. Voilà, donc un capteur qui branche dans les vignes et puis la possibilité d'avoir cette détection présymptomatique. Voilà, question suivante, qu'est-ce qu'on fait de cette information? Donc évidemment, quand on a mené les premières campagnes avec des viticulteurs, on s'est retourné vers eux en disant voilà, défi relevé, and now, so what? Bon là, les difficultés ont commencé, puisqu'on ne savait pas trop quoi faire de cette information. La première question, c'est qu'on nous a dit, en fait, en termes de traitement, c'est sympa, c'est avant les symptômes, mais la maladie est déjà présente. Et les traitements phytosanitaires, aujourd'hui, ils fonctionnent plutôt en préventif, donc c'est trop tard. Alors là, il a fallu aller fouiller sur les étagères, rencontrer un certain nombre de producteurs de produits phyto pour dire, est-ce qu'à votre avis, il existe encore dans l'arsenal phyto des solutions, même des solutions nouvelles de biocontrôle qui ont une efficacité sur cette période-là. Et bon, aujourd'hui, il y a un discours qui dirait, oui, dans les 48 heures qui suivent la contamination, il y a peut-être encore un truc à faire, mais bon, il faut aller trouver le bon produit. Alors, on a voilà, des programmes d'investigation avec un certain nombre de producteurs de solutions biocontrôle ou chimie un peu plus classique, pour avoir une possibilité de réagir, donc de laisser filer la maladie pendant la phase avant émergence de la maladie. On pourrait réduire les traitements, à condition évidemment d'avoir une méthode assez efficace dans ces 48 heures qui suivent la détection. Voilà, ça c'est un champ de travail. Le deuxième, c'est potentiellement réenvisager la logistique de traitement sur le parcellaire. Bon, évidemment, aujourd'hui, des outils existent, on a cité Citrec tout à l'heure. Donc, en fonction de l'arrivée de la météo, etc., les domaines, ils savent évidemment s'organiser depuis longtemps. Là, notamment en partenariat avec Pat Clément, ils essayent de voir comment avoir une logistique un peu plus réactive, qui s'adapte un peu en fonction des mises à jour des indices de risque qui sont renvoyés par les capteurs. Donc là, ils ont un réseau de 12 capteurs qui ne couvrent évidemment pas tout leur parcellaire, mais déjà leur donne une petite indication de la pression en temps réel. Et donc, ils ont choisi d'avoir une logistique revisitée pratiquement au quotidien en fonction des remontées des capteurs. Un deuxième cas d'usage qui rejoint la question des cartographies qui a déjà été abordée, un peu à l'image Novue par exemple, même si là, cette fois, on est sur du phyto. En tout cas, on essaye de coupler cette information avec un maillage de capteurs. Alors, c'est plus joli quand on a le film, puisque en fait, on a la dynamique déjà. Je t'ai donné une minute de plus déjà. Bref, en combinant, c'est sympa ça, en combinant avec des informations de vigueur, effectivement, on cherche à faire des cartes de préconisation à utiliser pour de la modulation de dose. Et enfin, le dernier type d'application sur lesquels on travaille en partenariat avec Green Shield, qui va passer juste après. Donc, ils ont un système de pulvérisation par motif anti-percolation, sinon on reparlera peut-être un peu. Et donc, le principe est d'avoir différents points de traitement, différents traitements, sur une même parcelle avec différentes cases dans le parcellaire.
Et donc, on leur propose de les assister dans le suivi de la pression de maladie et l'adaptation des doses à l'intérieur de chacun des motifs proposés par CleanSheet. Voilà, j'ai terminé. Merci pour la rallonge. Donc, je suis Simon Moulira, je suis responsable R&D de Green Shield. Et Green Shield est une startup qui est basée… Je le fais si tu veux. Pardon? Non, je pourrais me déplacer. Et une startup qui est basée à Paris et à Cognac pour le moment. On travaille essentiellement à l'élaboration et au développement de stratégies de lutte contre les bioagresseurs, stratégies innovantes. Et donc, dans un premier temps, c'est essentiellement réduire les phytos. Donc, aujourd'hui, la question que je vais essayer d'aborder, c'est la réduction des phytos et surtout avec quelles données, basées sur quoi et comment on valorise ces données pour réduire les phytos. La réduction de phytos, c'est évidemment une prise de risque, c'est un risque. Et en général, à chaque fois qu'on prend un risque, on essaye de le mitiger, de l'accompagner. Et pour ça, en général, on essaye d'avoir un peu plus d'informations sur ce qui se passe. Donc là, l'objectif et tout l'essor on va dire, de l'émergence de plein de capteurs ces dernières années vient aussi du fait de pouvoir arriver à améliorer notre connaissance en direct de la situation agronomique des parcelles. Donc, quel capteur maintenant? Quel capteur pour assurer, disons, ou accompagner cette réduction? Eh bien, ça dépend des stratégies de réduction. Je vais en distinguer deux parce que je pense que les approches sont assez différentes. La première, c'est plutôt une stratégie de réduction qui est à l'échelle de l'exploitation, où une décision est prise plutôt dans la composition des traitements, des produits. Et une deuxième qui est plutôt à l'échelle intraparcellaire, dans laquelle on va aller dire, on va s'appuyer sur le fait qu'on estime que chaque plante à l'intérieur d'une même parcelle n'a pas le même besoin en termes de traitement. Donc, ça veut dire notamment la modulation de débit, mais aussi motif anti-percolation, qui est donc les stratégies qu'on met en place. J'ai fait un listing non exhaustif des capteurs qui semblent d'intérêt pour justement arriver à réduire les phytos. Ça va de choses qui sont très classiques et de plus en plus répandues, les stations météo, où on va avoir une information qui va être locale, qui va servir plutôt dans les OAD, dans la prédiction d'un risque, c'est-à-dire prédire une potentialité de contamination. On va aller ensuite sur des capteurs embarqués sur tracteur. Donc nous-mêmes, on en développe un qui s'appelle le Veil Mapper, qui est un capteur, une caméra embarquée essentiellement dans le visible, hein, pour recouper avec ce que disait tout à l'heure. J'ai oublié ton prénom, pardon. Fabien, voilà. Ensuite, mais là, donc, on va avoir une information qui va être non pas continue dans le temps, mais plutôt ponctuelle dans le temps, mais sur l'ensemble du vignoble. Et puis, elle va être évidemment symptomatique. Donc, ça va être quelque chose qu'il va falloir traiter différemment. Et évidemment, j'en reviens juste après Fabien, qui lui propose une solution qui détecte le mildiou pré-symptomatique, c'est-à-dire après la contamination, mais avant l'expression des symptômes. Donc, la question, c'est est-ce que tous ces capteurs et toute cette variété de données, cette accumulation, en fait, est-ce qu'on arrive à vraiment la valoriser pour réduire les phytos? Pour l'instant, c'est un peu compliqué et c'est pour des raisons, je ne dirais pas forcément fondamentales, mais plutôt de modèles économiques et de besoins des startups et des acteurs qui proposent ces capteurs-là, qui développent ces capteurs-là, de valoriser directement en fait leur technologie. On va apporter, je ne sais pas, un nouveau type de données. Évidemment, on va être les seuls à pouvoir vraiment l'interpréter, ou en tout cas les premiers à pouvoir proposer une interprétation. Donc, il va falloir développer une expertise en agronomie aussi, etc. Et puis ensuite, pour pouvoir arriver sur le marché, il va falloir proposer une valorisation concrète sur le terrain, c'est-à-dire arriver à dire, ben voilà, j'ai telle donnée, je considère que ça veut dire ça, donc vous pouvez réduire vos phytos de cette manière ou de cette manière. Mais évidemment, c'est des savoir-faire qui sont assez différents, et donc ce n'est pas forcément l'idéal. Et puis, si je me mets à la place d'un viticulteur, je me dis, mais alors, quel est mon intérêt d'avoir plusieurs capteurs, plusieurs sources de données, si au final, je vais avoir une source d'un côté qui va me dire qu'il faut traiter, et une autre qui va me dire que ce n'est pas la peine.
comment j'imbrique tout ça. Donc, ça rejoint un peu les questions d'interopérabilité dont on parlait tout à l'heure, mais plus que sur le volet technique, je dirais, c'est vraiment sur le volet agronomique et scientifique. Comment est-ce qu'on combine ces informations? Comment est-ce qu'on les agrège? Eh ben, c'est vraiment l'approche de GreenShield, en tout cas sur ces dernières années, qui est de dire que c'est les modèles mathématiques qui vont nous permettre de traiter toutes ces informations pour ce qu'elles sont, à condition que les modèles soient conçus pour. C'est-à-dire qu'on puisse traiter différemment une probabilité de contamination d'une observation qui est avérée, qu'on puisse traiter différemment une contamination détectée présymptomatiquement d'un symptôme, et par exemple qu'on puisse dire cette information est relative à une position spatiale particulière, ou elle est plutôt avec une précision spatiale de quelques kilomètres, donc à l'échelle de l'exploitation. Oui, c'est mon dernier slide. Pour vous donner une idée de ce qu'on fait concrètement en ce moment dans ce cadre-là, donc je vais parler de 2 projets collaboratifs qu'on a, un avec l'IFV, notamment avec l'équipe de Blanquefort, sur le co-développement d'un modèle participatif de prédiction des contaminations, donc qui a vocation à terme à remplacer les potentiels systèmes, pour ceux qui sont familiers avec ce modèle-là. L'idée est de pouvoir inclure les clients et les viticulteurs en fait, dans la démarche d'amélioration, de les faire participer, et aussi de pouvoir agréger les données quand on a des clients qui sont munis de capteurs. Pourquoi ils ne pourraient pas vraiment bénéficier du fait d'être équipés dans le fait d'avoir des meilleures prédictions, des meilleures préconisations. Et l'autre projet collaboratif, c'est donc avec Vegetal Signals, sur effectivement, là je vous ai mis une carte de pulvérisation en motifs. Donc là, les petites zones rouges, c'est les motifs d'exclusion, c'est sur un traitement, on décide de ne pas traiter ces segments-là. Et alternativement, d'un traitement à l'autre, on va changer la position et la taille de ces motifs d'exclusion. Et l'idée, c'est d'arriver à réduire, non pas en modulant le débit, mais vraiment en coupant par tronçon, à certains moments, la pulvérisation. Et donc là, l'idée, c'est d'arriver à combiner la technologie pour assurer un suivi de l'électrophysiologie en temps réel de cette stratégie et éventuellement de l'adapter au fur et à mesure. Merci. Clément Baron, j'ai travaillé 8 ans au Centre national d'études spatiales sur la localisation de lanceurs. Je suis actuellement directeur technique d'agriculture et j'ai participé à sa fondation il y a de ça 6 ans. Donc aujourd'hui, on est une quarantaine de collaborateurs. On travaille sur des solutions pour rendre autonomes des machines agricoles autour de compétences comme le positionnement sécuritaire, l'autoguidage, la connectivité et plein d'autres choses. Mais ce n'est pas l'objet de la présentation. Ce que je vous propose avant d'aller manger, c'est une récréation technologique autour du GNSS RTK, parce qu'on utilise beaucoup de GNSS, on ne sait pas toujours comment ça marche. Et donc une récréation technologique, et puis ensuite un problème d'ingénieur, pour savoir comment on peut utiliser cette techno, somme toute hyper complexe, pour de la sécurité que demandent les robots agricoles. Alors, je vais faire rapidement. Promis, je ne terminerai pas avant midi, mais je vais me dépêcher. Donc, je n'ai pas vraiment le temps de vous présenter l'ensemble des satellites qui tournent autour de notre planète pour nous positionner. Il faut savoir quand même qu'il y en a pas mal, des Américains, des Européens, des Russes, des Chinois, et puis plein de systèmes localisés d'augmentation de la correction, que ce soit au-dessus du Japon, au-dessus de l'Inde, dans différentes régions du monde. Alors, le principe du GPS, vraiment, s'il y a une chose à retenir, c'est la beauté de la techno. Peut-être parmi vous, certains savent déjà très bien comment ça marche, et depuis fait, et par là. Et sinon, rapidement. Donc, le principe du GPS, c'est qu'on a des satellites répartis de manière homogène partout dans le ciel qui envoient en permanence leur position et leur horloge. Donc, on connaît le temps d'émission, puisqu'ils nous l'envoient, on connaît le temps de réception, grâce à la forme du signal qui est adapté pour bien mesurer pour mesurer avec précision l'instant de réception. Connaissant également la vitesse de propagation, qui est la vitesse de la lumière, on va pouvoir connaître la distance qui nous sépare du GPS.
Alors, du satellite. Donc, on a un satellite, on sait qu'on a une certaine distance, donc on se situe sur une sphère centrée sur ce satellite. On est à une autre distance d'un autre satellite, donc on est également sur une sphère autour de ce satellite. Et donc, notre position, c'est l'intersection entre les sphères. On connaît avec, comme chaque distance, on la connaît avec une précision plus ou moins grande, on a une marge d'erreur sur notre position. Et justement, il y a un paquet d'erreurs qui affectent les technologies. Il y a un paquet d'erreurs qui affectent les mesures de distance au satellite. Donc, si on considère la mesure de distance physique, du satellite, qui serait cette mesure de distance, qui est la pure distance liée au temps de propagation du signal. On a également des erreurs liées au satellite, à leur orbite, à la connaissance de leur orbite. Également des erreurs à la traversée de l'atmosphère, donc la ionosphère, qui sont les hautes couches de l'atmosphère, qui sont très sensibles aux perturbations solaires et donc qui vont perturber le déplacement, enfin le temps de propagation de l'onde et du coup la mesure de distance, ainsi que des mesures dans les couches plus basses de l'atmosphère, et avec des phénomènes de réfraction par exemple, et puis plein de problèmes technologiques dus à nos récepteurs, qui sont sans doute vachement moins précis que les horloges des satellites. Et donc, comment on fait pour résoudre toutes ces erreurs? Donc là, le GNSS RTK rentre dans les familles de ce qu'on appelle des GNSS différentiels, comme peuvent l'être également les algorithmes de PPP, c'est-à-dire qu'on va installer une référence en bout de champ, ou alors des références, on va mailler un territoire et on va faire du NRTK, du network RTK, où on va diffuser finalement des données issues de stations de référence. On va, en comparant aux données reçues par notre satellite, pouvoir estimer ces erreurs. Alors, ou bien les estimer, comme c'est le cas des algorithmes de PPP, ou bien les soustraire. Donc, les soustraire, donc ça c'est les algorithmes de GPS différentiels, comme le RTK. C'est-à-dire qu'on reçoit des données ici, on reçoit également les données de la base fixe, et par des jeux de soustraction, on va s'affranchir de toutes les erreurs communes, au prix, en revanche, d'une position relative à la station de référence. Alors, j'aurais aimé vous présenter dans le détail la langue du satellite, parce que c'est quand même hyper élégant. Mais donc, il y a juste deux infos à retenir, c'est qu'il y a... on va se brancher à une certaine fréquence, telle que vous la sélectionnerez, vous sélectionneriez sur votre récepteur radio pour capter votre station préférée. Donc ici, la fréquence d'origine du satellite, c'est à 1,5 GHz. On va moduler. Alors ça veut dire quoi moduler une fréquence? Là, on module en phase, c'est-à-dire que quand on va envoyer un 0, et ben on va garder le signal de référence. Quand on va envoyer un 1, on va le décaler d'une demi-période, ce qui va nous donner un saut de phase. Et donc le récepteur au sol va simplement s'accrocher à la fréquence de référence, et puis quand il voit, tiens, elle devait être en haut, puis bouf, elle part vers le bas, il va compter un bit 1 ou 0 ou 1 ou 0. Donc ça c'est comme ça qu'on transmet des informations, et typiquement, c'est comme ça qu'on transmet l'horloge et la position du satellite. Une onde, donc ça part à la vitesse de la lumière, à 1,5 GHz, on imagine qu'il part du satellite, une petite onde comme ça, entre deux sommets, la longueur d'onde est de 19 cm. 19 cm, vous allez voir, ça va être important pour comprendre le RTK. En revanche, un chip ici, utilisé pour le code, pour pouvoir bien dater la réception dans des récepteurs classiques, celui-là, il est de 300 mètres. Donc, le récepteur de notre téléphone, pour positionner, pour mesurer sa distance par rapport au satellite, il va essayer de se caler sur le chip de 300 mètres. Il va le caler dans le temps. Tiens, quand est-ce que je l'ai reçu? Et s'il est très précis, eh ben, il va peut-être avoir 1 mètre, 2 mètres de précision, une fois qu'il a dégagé toutes les erreurs qu'on a vues plus haut. Et il va avoir 1 ou 2 mètres de précision, ce qui, quand même, par rapport à un chip de 300 mètres, en proportion, c'est pas mal. Et donc, c'est pas du tout comme ça qu'on fait en RTK, parce qu'on a besoin d'une précision centimétrique. Enfin, l'enjeu, c'est d'avoir une position centimétrique. En RTK, on va s'intéresser exclusivement à ce qu'on appelle la phase, c'est-à-dire où est-ce qu'on est sur le cycle de cette sinusoïde. Où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est plutôt en haut, plutôt en bas, plutôt sur la phase remontante? Et donc, c'est une mesure que donne le récepteur GNSS. Il va nous dire, eh ben, tu es plutôt au milieu du cycle, ou au début du cycle, ou à la fin du cycle. Voilà, ce qui va nous dire, tu es plutôt à 2 cm
modulo n fois 19 cm, ou plutôt à 5 cm. Voilà, ça nous fait une belle jambe parce que le n fois 19 cm, je vous laisse imaginer le nombre de n qu'il faut pour aller jusqu'aux 20 000, 26 000 km du satellite. Il y a un nombre, enfin, donc, on est hyper loin du satellite et on sait juste qu'on est à 5 cm, plus ou moins n fois 19 cm de ce satellite, de ce satellite, de ce satellite. Vous vous souvenez des sphères? Et donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on n'est pas sur une sphère du satellite, on est bien sur, ou bien cette sphère qui est 19 cm plus loin, ou bien celle-là qui est 19 cm plus loin, et pareil pour chaque satellite. Et du coup, la position du récepteur, celle qu'on cherche, ça va être l'intersection de ces sphères. Alors, on a une quinzaine de satellites visibles dans un champ. Donc, on imagine les 15 sphères fois n, bref, les millions de possibilités qu'on appelle des ambiguïtés sur lesquelles peut se trouver notre récepteur. Je me dépêche, tout à fait. Donc, voilà, ça c'était la récréation technologique pour dire que le but du RTK, c'est de trouver la bonne ambiguïté. Alors, quand on a des millions de possibilités, il y a quand même pas mal de chances de se planter d'ambiguïté. Et le savoir-faire d'agriculture, c'est de trouver la bonne ambiguïté sans se tromper. Alors, pourquoi c'est important? On sait garantir qu'on ne se trompe pas. Pourquoi c'est important? Les acteurs émergents de la robotique agricole sont tous en train de passer, et l'ont fait, sur du GPS RTK. Sont tous en train de passer sur du GPS RTK pour plein de raisons, et les tracteurs le font depuis ma naissance. Sauf que si le tracteur, la position est erronée, la position du GPS est erronée, c'est pas grave, il y a quelqu'un pour reprendre la main. Un robot, il n'y a personne pour se dire, oups, le GPS pense que je suis dans l'eau, alors qu'en fait, je suis dans mon champ. Et donc, ça peut poser des problèmes. Alors, comment certifier l'utilisation du RTK lorsqu'il n'y a plus de chauffeur? Pour des raisons sécuritaires, et en particulier, on ne veut pas que nos robots se retrouvent sur les routes. Donc, j'ai fini, j'ai bientôt fini, pour dire que Agriculture, donc grâce à notre maîtrise du RTK, on a développé un système de safe fencing qui va garantir que le robot ne sortira pas de son champ. Alors, quand je dis Agriculture, c'est en fait, on vend la solution à n'importe quel constructeur de robots ou de tracteurs autonomes. Et donc, on a actuellement beaucoup de partenariats pour intégrer cette solution, qui est la seule arrivée sur le marché qui permet de garantir avec le bon niveau de fiabilité. Alors, c'est quoi un niveau de fiabilité? Dans le monde de l'industrie, on choisit un cadre normatif, on fait une analyse de risque. Le risque, c'est que mon robot sorte de la route et provoque un accident. On développe des algos. Donc ça, c'est le savoir-faire historique d'agriculture, issu d'une boîte qu'on a rachetée qui avait pas mal de millions d'euros de R&D sur ces sujets-là. Mais également le logiciel, l'électronique. On travaille avec ST Microélectronique qui fournit des récepteurs automobiles qui ont des niveaux de safety pour l'automobile autonome, qui sont les seuls sur le marché, actuellement à proposer des récepteurs avec ce niveau-là, le matériel, et puis bien sûr c'est le processus des utilisateurs. Voilà, et donc pour terminer, le boîtier, notre boîtier de positionnement et guidage connecté, qu'on certifie cette année, donc on en a produit une centaine d'exemplaires qui tournent sur différentes machines, et qui va permettre d'intégrer cette fonctionnalité de safe fencing. Et bien entendu, le positionnement n'est pas le seul risque. Et donc, en fait, la solution qu'on propose est une solution intégrant l'arpentage du contour du périmètre de sécurité, sa validation, son intégration dans la solution robotique, pour être sûr, par exemple, que le périmètre de sécurité que va utiliser l'engin, le périmètre de sécurité que va utiliser l'engin, est bien celui qui a été réalisé par l'arpenteur. Donc voilà, c'était juste pour illustrer la complexité extrême technologique et réglementaire pour laisser un robot seul dans un champ et un grand challenge que rencontrent actuellement les roboticiens. Merci.